RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui dans Dialectique, on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous. La nutrition, l'alimentation. Et on va se poser cette question, comment bien se nourrir aujourd'hui en 2022? Il y a beaucoup de problématiques, les coûts, la multitude des aliments et quelques soucis aussi de santé rencontrés à cause de l'alimentation. Alors comment faire ce lien alimentation-santé? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Odette Beaumont, présidente de UFC Que Choisir. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur nos antennes. On est aussi par téléphone avec Cynthia qui gère l'épicerie Court-Circuit à Nancy. Comment allez-vous, Cynthia? Bonjour, ça va très bien. Je suis avec Adrien, notre co-gérant. Très bien, et bien enchanté Adrien et bienvenue dans notre émission. Alors tout au long de la semaine, je suis allé un peu rencontrer les acteurs locaux qui pouvaient me conseiller sur la nutrition, notamment j'ai pu rencontrer Thierry Michel qui est diététicien et Laurent Rouillet qui est président de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Donc on écoutera leurs interviews au long de cette émission. Mais tout d'abord, j'ai envie de vous poser cette question qui peut paraître un peu candide. Adrien, Cynthia, comment bien se nourrir aujourd'hui en Lorraine? Pour nous, ce qui a été très logique au fur et à mesure du temps en tant que consommateur, ça a été déjà de se tourner vers le bio. Mais il y a eu tellement de problèmes avec le bio et de gros scandales que de plus en plus, on a été vers le local, nous, personnellement. Alors, voilà. Odette Beaumont, est-ce que c'est le rôle d'un organisme comme UFC Que Choisir que de se pencher sur ces questions-là du bien-être de nos concitoyens? Mais tout à fait, parce que effectivement, notre association qui est pour la défense du consommateur, donc le consommateur, c'est aussi la personne qui va se nourrir. Et nous, on est aussi effectivement plutôt sur la qualité de ce que les gens vont manger. Plutôt, c'est plus important pour nous que les prix, même si effectivement les prix sont très importants. Mais on va pas défendre le prix bas à tout prix. Et donc sur la qualité, par contre, on intervient régulièrement. Donc notre magazine, qui est le Que Choisir, fait régulièrement des enquêtes ou très régulièrement dénonce des abus par rapport à la qualité de la nourriture. Alors vous parlez d'enquête, de dénonciation. Quel est votre constat quant à l'alimentation aujourd'hui en Lorraine ou en France? Alors l'alimentation aujourd'hui, il faut être très méfiant. Il faut effectivement, je pense, éduquer ou informer les consommateurs sur les risques de ce que peut trouver comme nourriture. Alors c'est très varié effectivement, ça peut aller du petit producteur local avec de la nourriture de qualité aux aliments ultra transformés qu'on peut trouver en grande surface et où là sur lesquels il faut être très méfiant. Et donc on alerte régulièrement sur les précautions à prendre avant d'acheter ces produits, savoir les reconnaître, savoir quand on fait ses courses comment faire au mieux pour protéger sa santé. La pédagogie, c'est vrai que c'est un aspect dont on parle souvent. Alors aujourd'hui, il y a des outils numériques, des applications telles que Yuka Voilà. Pour évaluer la qualité, pour ne citer que. Il y a aussi d'autres applications pour éviter de gaspiller. Je pense à Too Good To Go par exemple. Vous, Adrien et Cynthia, est-ce que vous parlez à vos clients, aux personnes que vous côtoyez quant à la qualité de ce qu'ils achètent? Mais oui, on a déjà ouvert cette boutique, on a ouvert ce circuit pour aussi, pour qu'il y ait une fonction d'apprentissage aussi, parce que la clientèle qu'on a, on est une boutique de vrac et on essaie de vendre des produits principalement bio et locaux. Voilà. Et donc on a déjà fait une part du travail du consommateur et on a un rôle pédagogique aussi sur cette forme de consommation qu'est le vrac où on essaie de gérer la quantité un peu différemment et sur les produits qu'on trouve, nous on ne se nourrit plus que de ce qu'il y a dans la boutique. Et donc, on n'a pas des mêmes produits qu'ailleurs. D'ailleurs, on n'a aucun produit qui est ultra transformé. On a vraiment des produits où on cherche à faire le plus simple possible. Et on a déjà un peu mâché le boulot des consommateurs. Et on a ce rôle-là.
Alors on va écouter l'intervention de Thierry Michel sur ces questions que j'ai eu la chance d'interviewer cette semaine. Bonjour monsieur Thierry Michel, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci de m'inviter à cette interview. Je suis de profession micronutritionniste depuis déjà une dizaine d'années. Et souvent on me pose la question, qu'est-ce que la micronutrition? C'est une discipline qui est enseignée en médecine, en faculté de médecine, et qui permet de prendre en charge l'ensemble des cellules de l'organisme à travers l'alimentation, et donc d'avoir une vision de la santé au niveau alimentaire beaucoup plus large qu'on a l'habitude de le voir, puisque je m'occupe aussi bien de problèmes digestifs que de problèmes articulaires, de problèmes cérébraux comme le stress, les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention, ou par exemple des problèmes d'origine de troubles hormonaux. Donc c'est une vision beaucoup plus élargie et on est très loin du cadre classique avec cette notion purement calorique de l'alimentation. Alors là, vous avez évoqué plusieurs thèmes. Oui. Quelle est l'importance de l'alimentation pour le corps et même l'esprit, au-delà du fait de se sustenter, mais qu'est-ce que l'alimentation joue dans le cadre de notre santé mentale, par exemple? Oui. Alors ça, il y a beaucoup eu d'études déjà faites sur la santé mentale et l'alimentation. Un des pionniers de l'alimentation sur le système cérébral, c'était le docteur David Servan-Schreiber, qui a lui déjà mis en relief le lien entre les oméga 3 et l'état, l'humeur dans lequel on était. Et il a constaté que les personnes qui avaient dans leur alimentation, dans leur assiette, beaucoup plus d'oméga 3, qu'on va retrouver dans les poissons gras, comme la truite, la sardine, le maquereau, et des oméga 3 d'origine végétale, qu'on va retrouver dans l'huile de noix, la colza, l'huile de chanvre, la caméline, eh bien, présentaient beaucoup moins de symptômes dépressifs que ceux qui avaient des taux d'oméga 3 plus faibles. Donc il a fait cette corrélation, déjà très intéressante, entre un taux d'oméga 3 et un état dépressif. Et il y a eu déjà une étude, par exemple, qui a été faite, qui est publiée en 98, donc il y a déjà un petit moment, hein. C'est une étude du Dr Elben qui a montré que bien, dans les pays asiatiques, il y avait moins de situations dépressives que dans les pays d'Europe centrale, dans lesquels on avait plus de situations dépressives, et il a fait cette corrélation avec la consommation de poissons gras. Il y a une étude aussi dont j'oublie le nom de la personne qui a mené cette étude, c'était aux États-Unis, où c'était une étude en prison, oui, où les détenus ont eu 2 petits déjeuners différents sur 2 semaines, et on a remarqué que lorsque leur alimentation était grasse, très grasse, riche en sucre, oui, ils étaient plus violents. Oui. Et ils étaient plus pacifiés lorsque leur alimentation était un peu plus maigre en sucre et oui, en matière grasse. Et aussi, ils ont remarqué que cette différence d'alimentation jouait dans la prise de décision, c'est-à-dire dans le fait d'être opportuniste ou optimiste, par exemple, oui, sur une décision. Est-ce que vous confirmez oui, ce genre d'études? C'est vrai, parce qu'on a eu des études aussi en Grande-Bretagne auprès des jeunes détenus qui étaient la même résultat. Une alimentation plus riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments, des antioxydants, des polyphénols, rend un cerveau alerte, adaptatif, peu anxieux, alors qu'une alimentation très sucrée, avec du mauvais gras, augmentait les situations dépressives, d'agressivité, de violence verbale. Donc on a bien une différence. Un cerveau bien nourri, avec des nutriments, beaucoup de micronutriments, des antioxydants, va être un cerveau beaucoup plus sociable, cerveau limbique. Donc c'est le cerveau de l'intelligence, de l'homme qui a envie d'apprendre, curieux. Et puis vous avez 3 cerveaux dans le système cérébral. Vous avez le cerveau reptilien, qui est le cerveau le moins développé, qui est le cerveau primaire, qui est le cerveau vraiment de l'homme de Cro-Magnon, hein, et c'est le cerveau qui va qui va s'enclencher dans les situations d'hypoglycémie. Et l'alimentation très sucrée, le matin, provoque des hypoglycémies. Donc on a constaté notamment des situations d'agressivité
Dans les cours de récréation, les enfants qui ont un petit déjeuner très sucré seront plus agressifs à 10h30, 11h, on tape plus facilement sur son petit copain que ceux qui ont une alimentation plus riche en oligo-éléments, vitamines, comme par exemple le matin, il y a déjà des crudités, un œuf, ça peut être du saumon, la truite, bref, un petit déjeuner déjà beaucoup plus diversifié que si on prend par exemple que du pain blanc et de la confiture. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Alors on vient d'écouter les propos de Thierry Michel qui est diététicien, nutritionniste et qui parlait du fait de diversifier son alimentation. Il y a aussi cette question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de bien manger à moindre coût? Il y a eu certains chiffres de l'INSEE sur le taux de pauvreté. Il y a 9,3 millions de pauvres, donc quasiment 15% de la population française. Aujourd'hui, seulement 3% de la population française estime être sous-alimentée, ce qui reste quand même, si on regarde les quotas mondiaux, un chiffre très bas. Je me tourne vers vous, Odette. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le consommateur, il est possible d'accéder à une alimentation de qualité à prix faible? Alors, à prix faible, peut-être pas, mais tout dépend effectivement des choix d'alimentation. Ça dépend si on va beaucoup dans les supermarchés et qu'on achète beaucoup de produits tout faits, ou si on cuisine soi-même, donc on achète les éléments de base pour faire soi-même ses propres plats. Et nous, on défend beaucoup cette façon de faire, effectivement, en disant que moins on a d'aliments transformés, déjà la qualité est meilleure, et en plus, on s'y retrouve au niveau du prix. Puisque on a remarqué les abus de distributeurs de supermarchés en particulier. On avait dénoncé il y a quelques années, par exemple, des marges énormes sur des pommes bio où les distributeurs doublaient carrément le prix, quoi, sans que ce soit justifié, parce que le bio paye. Pour les distributeurs, c'est un produit d'appel, mais effectivement, ils avaient des marges énormes, donc on avait effectivement dénoncé ça. Adrien, Cynthia, est-ce que pour vous le coût, le prix peut s'avérer être une barrière pour le client? Malheureusement, oui, on se rend compte que les gens ont l'impression que ça va coûter beaucoup plus cher de bien manger. Et on est tout à fait d'accord avec Odette là-dessus, c'est que il faut aussi changer ses habitudes, apprendre à cuisiner, à transformer nous-mêmes nos aliments. Et à choisir les aliments, parce que ce sera beaucoup plus nutritif et à moindre coût d'acheter des aliments de qualité. Il y aura besoin de moindre quantité aussi pour être bien nourri, pour avoir tout ce qu'il faut comme apport. Et nous, on défend vraiment ça. Le coût, je crois que si c'est que des produits transformés et de la mauvaise qualité, au final, à long terme, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Il y a aussi le principe de consommer mieux, mais consommer moins. C'est ça. Donc comme les produits sont très nourrissants, très sains, et du coup, on a besoin de beaucoup moins. Mais effectivement, il faut cuisiner, il faut changer complètement ses habitudes. Alors c'est vrai nous sommes constitués de ce qu'on mange, donc il y a aussi cet argument qu'on peut apposer, c'est l'argument de si mieux on se nourrit, moins on a à dépenser plus tard pour notre santé, pour soigner des maladies. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer que l'alimentation c'est un investissement en fait finalement à long terme, donc quitte à mettre le prix, vaut mieux le faire pour éviter après d'avoir des soucis, quoi. C'est surtout un investissement. Pardon. Les aliments qui sera ta médecine, il disait. Allez-y, je vous en prie. Je voulais dire, c'est surtout un investissement pour sa santé et pour son bien-être, quoi. On a d'ailleurs dénoncé il y a quelques années et on avait fait signer une pétition sur les publicités sur les produits non équilibrés ou dangereux pour la santé, et en particulier dans le cadre de l'obésité infantile. Et pour qu'effectivement cette publicité soit interdite. Alors aujourd'hui, on a presque 12 millions de Français qui sont en état d'obésité. On est quand même en deçà de la moyenne européenne, mais ça reste un chiffre non négligeable. Tout à fait.
Et donc, effectivement, il faut faire les bons choix alimentaires. Et pour ça, il existe des outils et surtout une information. Il faut que le consommateur sache ce qu'il achète. Alors c'est très compliqué dans un premier temps. On avait il y a quelques années, il suffisait de lire les étiquettes. Donc nous on faisait des actions de sensibilisation par rapport à ça, c'est-à-dire regarder combien il y a de sel, de sucre, de matières grasses mais on passe sa journée au supermarché pour savoir le faire. Aujourd'hui on a un nouvel outil pour lequel l'UFC Que Choisir était un peu à l'origine, c'est le Nutri-Score. Où au premier coup d'œil, on arrive effectivement à comparer plusieurs produits à peu près équivalents, c'est-à-dire je cherche quelque chose pour le petit déjeuner des enfants. Les céréales, on va avoir des céréales qui sont D, c'est-à-dire à éviter parce qu'il y a trop de sel, trop de sucre, trop de matières grasses. Et puis on va en avoir d'autres qui sont B, où là c'est tout à fait correct. Et puis on peut aussi se dire, je vais pas prendre des céréales, mais je vais donner à mon enfant effectivement du pain complet avec de la confiture, avec pas trop de sucre. Ou des fruits par exemple. Ou des fruits, voilà. Ou alors Thierry Bichel prenait aussi un petit déjeuner salé avec ça peut être avec du poisson. C'est vrai que c'est pas trop dans nos traditions françaises. C'est pas trop dans notre culture. Adrien, Cynthia, vous vouliez peut-être rebondir là-dessus? Nous, on est végétarien déjà, donc on ne mange ni poisson ni viande, et on n'en vend pas non plus dans notre boutique. Et en termes de petit déjeuner, quels conseils donneriez-vous On n'est pas des exemples là-dessus. Moi, je sais que par rapport au vrac, c'est assez difficile de trouver justement des produits pour le petit déjeuner, parce que bien souvent, tout ce qu'on cherche, c'est des céréales, mais il n'y a aucune traçabilité. Donc c'est des friandises, moi j'appelle ça, parce que c'est tellement sucré, c'est tellement mauvais, pas équilibré que ça paraît vraiment être pour moi des friandises pour les petits déjeuners. Je trouve ça terrible de donner ça à des enfants dès le matin. Mais après, trouver des choses qui sont pas beaucoup transformées, qui sont plutôt équilibrées et en local, dont on connaît la provenance ou quoi, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, moi aussi je prendrais plutôt la tranche de pain, un petit peu de fromage, ou justement dans le salé. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, il y a l'association Famille Rurale qui a demandé au gouvernement la mise en place d'un chèque fruits et légumes pour les familles les plus modestes. Est-ce que ce sont des initiatives qui vous parlent, que ce soit à UFC Que Choisir ou même pour vous qui tenez cette épicerie? Pour nous qui tenons cette épicerie, on serait même pour une sécurité sociale alimentaire, quasiment qui fonctionnerait pareil que la sécurité sociale, mais avec des chèques d'alimentation ou avec l'obligation de se nourrir sainement avec ces chèques-là. Et oui, on serait carrément pour ce genre d'initiative. Qui pourrait donner l'accès à plus de personnes à de la nourriture de qualité et pour un coût moindre pour le coup. Odette? On milite là-dessus. Oui, alors pour l'UFC Que Choisir, on pense que c'est plus une question de savoir se nourrir correctement plutôt que de moyens, c'est-à-dire c'est pas forcément en donnant un chèque qui servira peut-être à acheter des choses dans les supermarchés qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Donc on pense qu'il y a c'est un chèque fruits et légumes. Fruits et légumes, oui, uniquement. Donc c'est vrai que pour l'instant on n'a pas fait cette demande. Et est-ce que vous pensez que manger c'est une éducation dans le sens où est-ce que on devrait avoir des cours de nutrition dans le milieu scolaire, tout comme on apprend la philosophie, on apprend plein de choses qui vont construire notre esprit critique par exemple, mais c'est vrai qu'il y a rarement voire Alors c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui l'éducation nationale ne fait pas forcément. Nous on a commencé depuis quelques années à proposer des ateliers, donc on peut les proposer aux écoles mais aussi aux associations, donc des ateliers qui peuvent s'adresser aussi bien aux enfants, donc l'importance du petit déjeuner par exemple, manger des fruits et légumes, ça c'est des thèmes qu'on a. Aux adultes on en avait effectivement sur mieux consommer, sur le gaspillage alimentaire parce qu'on se rend compte aussi qu'en France on gaspille quand même énormément. Et puis aussi vis-à-vis de seniors sur les aliments enrichis ou allégés parce qu'il y a beaucoup de publicité là-dessus et c'est pas forcément très bon pour la santé, c'est pas forcément meilleur. Donc on propose effectivement ces ateliers à des associations, on propose gratuitement d'ailleurs, pour sensibiliser sur la qualité de l'alimentation et qui va pas forcément avec un surcoût. Adrien, Cynthia, sur ces questions d'éducation? Alors personnellement, moi, avant qu'on ouvre court-circuit, j'étais infirmière. Donc j'ai été confrontée vraiment aux problèmes cardiovasculaires, aux problèmes de diabète, au surpoids. Et oui, c'est quasiment impossible de reprendre toute une éducation alimentaire avec certains patients parce que derrière, il y a pas les clés, il n'y a pas eu tout ça.
Et oui, je pense que vraiment ça devrait être plus appris à l'école, plus expliqué au fur et à mesure de la vie. Ouais, c'est très très important. Et puis on peut pas non plus constamment réduire les coûts de l'alimentation. C'est un peu comme je peux faire un parallèle avec les vêtements par exemple, où depuis des années et des années s'habiller ça ne coûte plus rien et c'est pas normal. À un moment, la nourriture doit avoir un certain coût, il faut que ce soit intégré. Les vêtements doivent avoir un certain coût, sinon ça veut dire que c'est des calories vides pour la nourriture, c'est du sang sur les vêtements, c'est de l'exploitation. Et ça, c'est pas normal. Puis court, en plus de l'éducation, je pense que ça aiderait beaucoup de personnes à mieux se rendre compte. Alors on a un artiste qui n'éduque pas vraiment sur la façon de manger, mais qui se gargarise de repas de fin d'année avec sa famille. Il s'appelle Alain Souchon et il en parle dans le morceau Papa Mambo, tout de suite sur RCN 90.7. Et on est sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on parle d'alimentation avec Odette Beaumont, présidente de UFC Que Choisir, Cynthia et Adrien, gérants de l'épicerie Court Circuit. On vient d'écouter ce morceau d'Alain Souchon qui nous dit qu'on est foutu, on mange trop. Il pose cette question, qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? Est-ce qu'on mange trop aujourd'hui en France? Alors, on mange surtout, je pense, pas suffisamment équilibré. On fait pas suffisamment attention à l'équilibre de ce qu'on mange. Pour vous, Adrien, Cynthia, c'est le même constat? Surtout, oui, effectivement. Oui, c'est le même constat. Et pas assez en fonction des saisons aussi. On trouve tous les produits tout le temps, toute l'année. Et il faut déjà, si on s'axe sur les fruits et légumes de saison et voilà tout ce qui peut pousser au fur et à mesure de l'année, c'est beaucoup plus cohérent. On peut aussi se demander, est-ce que tout ça ne vient pas d'un modèle de société? Je vous explique, globalement, prenons un étudiant qui a qu'une heure de pause entre ses cours sur une journée, ou même un actif qui a 45 minutes de pause. Ce sont des temps qui ne favorisent pas forcément l'accès à une cuisine chez soi, une cuisine, parce que ça, bien cuisiner, parfois ça prend du temps. Est-ce que tout ça ne joue pas aussi dans le fait que les plaisirs gustatifs sont un peu plus un peu plus facile, quoi. C'est-à-dire, on se rue sur des choses de la malbouffe, des fast-food, etc., par faute de temps. Est-ce que ça ne joue pas finalement? Oui, c'est possible. On en parlait pendant la chanson d'Alain Souchon, justement, où je pense même que c'est le problème principal, c'est les problèmes d'habitude alimentaire, justement, qui sont prises parce qu'on prend plus le temps de trouver ça important. On mange très rapidement, entre deux pauses, debout, en regardant des trucs, alors qu'il faudrait rendre ça important, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'on met dans notre corps, c'est ce qui nous fait. Encore une fois, c'est une question d'habitude, hein. C'est vraiment des habitudes à changer, et un changement d'alimentation, de consommation. C'est un effort à faire, après à chaque personne de faire cet effort-là. Hein. Et le problème aussi, c'est que l'alimentation, on a tous un rapport un peu bizarre ou pas à la nourriture. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont bulimiques, anorexiques, il y a des gens qui ont du mal à se nourrir clairement parce qu'ils sont très difficiles ou parce qu'ils sont allergiques. Enfin, on a des rapports un peu spéciaux à l'alimentation, c'est compliqué. Odette? Oui, il suffit de regarder aussi les enseignes qui sont en ville. Effectivement, il y a beaucoup de fast-food ou de repas livrés à domicile d'ailleurs aussi. Sur cette base-là, effectivement, de restauration très rapide, où on prend pas le temps de cuisiner et où on fait pas forcément attention à ce qu'on mange, effectivement. Est-ce qu'on devrait resacraliser le moment du repas, c'est-à-dire s'organiser? Je prends un exemple, en Côte d'Ivoire, entre midi et 2, il y a en général vraiment 2 heures de pause, ce qui favorise le fait de cuisiner à la maison. Donc c'est toute une organisation sociale à revoir. Est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait souhaitable? Alors, est-ce que ce serait possible? Je pense que oui, mais c'est vraiment changer complètement nos habitudes de vie, où on a plutôt tendance à manger effectivement très très rapidement sur le pouce, à prendre une pause de midi le plus court possible pour pouvoir éventuellement rentrer plus tôt. Encore, c'est pas toujours le cas. Et
à court-circuit, est-ce que vous donnez des conseils à vos clients sur la façon de cuisiner tel ou tel aliment? Parce que vous parliez tout à l'heure du fait d'acheter des aliments de saison. Parfois, c'est des aliments, des légumes qu'on ne connaît pas trop ou qu'on ne sait pas cuisiner. Quel est votre rapport aux clients sur cette problématique? Déjà, nous, on discute beaucoup avec les clients. On a même des clients qui viennent beaucoup pour discuter, juste pour ça, même. Et on a fait aussi une application, enfin on travaille à une application, enfin un truc où quand on scanne avec le téléphone, ça dit les produits qui ont été emportés pour qu'il y ait de la traçabilité. Et en même temps, on essaie de mettre des recettes de cuisine, ce qu'on peut faire avec, par exemple. On met un QR code pour peser les produits, pas un QR code, un code barre. Et du coup, sur ce code barre-là, on essaie de mettre des recettes de cuisine, des choses comme ça, voilà, d'enrichir tout ça. Et puis même nous, on en apprend des fournisseurs, tout simplement, des fournisseurs locaux. Quand il y a des produits qu'on connaît pas suffisamment, on leur demande et ils savent nous expliquer. Et nous, derrière, on réexplique aux clients, voilà, comment ça peut être cuisiné, avec quoi ça se marie, comment on peut faire, etc. Donc, oui, on a ce rôle-là, c'est très important. Mais justement, le fait que ce soit aussi une petite boutique où les gens puissent prendre le temps de discuter, ça aide à ce processus. Dans une grande surface, vous allez, vous remplissez le caddie et il n'y a pas du tout ce rapport-là non plus. Donc le produit que vous connaîtrez pas, vous le prendrez pas forcément. Et en parlant de fournisseurs, vous faites une parfaite transition. On va maintenant écouter l'interview que j'ai réalisée avec Laurent Rouillet, président de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Laurent Rouillet, bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Je vais vous laisser vous présenter et présenter vos fonctions. Eh bien, bonjour à tous. Laurent Rouillet, président de la Chambre d'agriculture et par ailleurs également exploitant agricole sous forme sociétaire sur la commune de Essay-Mézeray. Alors, qu'est-ce que la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle ? Alors, la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, c'est un organisme en fait de conseil et d'accompagnement. Tant sur qui concerne bien entendu le domaine agricole et le développement agricole auprès de nos ressortissants agriculteurs, mais également auprès des collectivités dès qu'il s'agit de proche ou de loin d'un sujet agricole. Alors donc quel est son rôle concrètement? C'est d'aider, de soutenir les agriculteurs locaux? Alors c'est dans un premier temps essayer d'acquérir de la référence pour faire évoluer les systèmes. Et ensuite, c'est vulgariser ces références-là et accompagner les agriculteurs dans du développement, quel qu'il soit et quel que soit le modèle agricole. Alors en parlant de développement, justement, vous avez plusieurs initiatives à votre actif. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques-unes d'entre elles? Eh ben en fait, oui, on a beaucoup. On a la culture en Meurthe-et-Moselle de travailler énormément avec les collectivités. Donc que ce soit commune ou pays. Et on associe le monde agricole à ce développement-là à travers du développement de marchés locaux, de la contractualisation avec des enseignes, et puis si l'agriculture peut rendre service à une collectivité, on essaye de construire un partenariat entre le monde agricole et la collectivité concernée. Et par ailleurs, on accompagne aussi l'évolution un peu des pratiques agricoles à travers de la certification, soit l'agriculture biologique ou alors de la haute valeur environnementale que le ministère a mis en place depuis 5-6 ans. Donc c'est accompagner ces agriculteurs-là dans de la certification de leur exploitation et par ricochet bien entendu de leurs produits. Alors quel est globalement l'état de l'agriculture en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui en 2022? En fait, le modèle agricole meurthe-et-mosellan était basé beaucoup sur un triptyque qui est la polyculture, élevage. Donc de l'élevage, qu'elle soit laitier ou allaitant, et une activité céréalière, avec majoritairement une commercialisation dans les grands circuits à travers des systèmes coopératifs. Donc ça, c'était plutôt dans les années 70-80. Et depuis ces années-là, on a senti un besoin du consommateur de relocaliser la commercialisation, et donc on développe des initiatives de circuits plus courts entre le producteur et le consommateur, et on essaye de mettre en œuvre aussi avec les collectivités, qu'elles soient conseils départemental ou communautés de communes, pour relocaliser cette production et cette consommation.
Alors notre question de cette émission particulièrement, c'est comment bien manger aujourd'hui? Est-ce que vous considérez qu'il y a des contraintes particulières auxquelles vous devez faire face pour bien nourrir les Meurthe-et-Mosellans? En fait, ça fait longtemps qu'on s'y préoccupe, parce que notamment au niveau sanitaire, on est une nation qui a une sécurité sanitaire reconnue au niveau international, donc le travail a déjà été fait. Le deuxième aspect qu'il faut qu'on travaille, et on entend la société, c'est sur tout ce qui est aspect environnement, changement climatique, évolution de nos produits. Donc ça, on est en phase de construction. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais il faut aussi, que le consommateur ne soit pas, on va dire, bipolaire. C'est-à-dire que dans un côté, il veut des produits de qualité, et de l'autre, quand il passe à l'acte d'achat, il regarde uniquement le prix, parce que on considère que les efforts qu'on fait à la production doivent être rémunérés, parce que il y a des changements de pratiques agricoles, et ça nous coûte à la production. Donc inévitablement, un produit qui coûte à la production, il y a un impact, bien sûr, à la commercialisation. Alors c'est vrai que cette question du portefeuille revient souvent, tant du côté des agriculteurs que du côté des consommateurs. Si je prends quelques chiffres, selon l'INSEE, le taux de pauvreté monétaire est à son niveau le plus élevé en France depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même 9,3 millions de pauvres, donc presque 15% de la population française. 8 millions d'entre eux sont désormais dépendants à l'aide alimentaire. Et il y a quelques années, on a vu l'État signer des traités comme le CETA qui mettent les agriculteurs locaux, notamment en concurrence avec des produits de moindre qualité, exportés et qui sont à moindre coût. Est-ce que ce genre d'initiative, de dispositifs et de traités signés par l'État vous handicape en tant qu'agriculteur? Complètement. Il y a une concurrence. On considère qu'il y a une concurrence déloyale, puisque les règles de production sont complètement différentes. Les règles sociales également, alors dans la production, mais également dans la transformation, sont complètement différentes. Et derrière, on n'est pas à armes égales vis-à-vis d'un produit qui est aujourd'hui à l'étal. Mais je me mets à la place du consommateur aussi. Ils ont des difficultés de pouvoir d'achat. Et la tentation peut être grande. Mais pour rebondir à votre question, il y a l'acte d'achat, mais il y a aussi le gaspillage alimentaire. Il y a quasi aujourd'hui un tiers des produits alimentaires qui ne sont pas consommés, mais malheureusement qui sont achetés. Donc je pense qu'il y a du travail de pédagogie auprès du consommateur à inculquer en optimisant tous ces actes d'achat pour, in fine, qu'ils soient consommés, quoi. Cette question du gaspillage aussi, c'est vrai qu'elle est très présente. Comment éviter, essayer de contrer cet aspect-là, c'est-à-dire inciter le consommateur non seulement à acheter de l'agriculture locale, donc un peu plus cher, mais en même temps de façon raisonnable, de telle sorte à ne pas gaspiller. Est-ce qu'il y a chez vous, à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, vous réfléchissez à des dispositifs pour sensibiliser les consommateurs, ou est-ce que ce n'est pas vraiment votre rôle de vous y atteler? On sensibilise toute la filière. Parce que nous, au niveau de la Chambre d'agriculture, on est plutôt dans le conseil auprès des agriculteurs, mais il faut bien prendre en compte qu'il y a d'autres opérateurs entre l'acte de production et l'acte de consommation. Et il y a des initiatives qui sont déjà prises. Je prends juste un exemple au niveau de la viande. On sait que le consommateur consomme moins de viande, donc on travaille avec les opérateurs industriels de la filière viande à travailler sur le grammage du produit. C'est-à-dire qu'un steak haché, on travaille sur ce grammage-là pour que le consommateur, il revienne à un prix moins élevé, puisqu'il y a moins de matière. Et comme par ricochet, ce consommateur-là consomme moins de viande, l'intégralité de ce steak sera consommée. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'entendre les propos de Laurent Rouillet. Et on a parlé de gaspillage alimentaire, Odette.
Vous avez peut-être une réaction? Alors oui, on a aussi, donc je vous parlais tout à l'heure d'ateliers qu'on propose à des associations, missions locales ou autres associations. Et on a effectivement un atelier qui s'appelle gaspillage alimentaire où on sensibilise sur, déjà à partir du moment où on achète, comment acheter moins ou acheter ce dont on a besoin, sur les dates limites, est-ce qu'elles sont vraiment impératives ou est-ce qu'on peut dépasser les dates limites, et sur, on donne un exemple concret, je regarde dans mon frigo ce qui reste et qu'est-ce que je peux faire avec, quoi. Donc c'est vraiment... on insiste beaucoup là-dessus, donc sur le gaspillage alimentaire, tout ça au niveau des ménages, sans compter le gaspillage alimentaire qui a lieu dans les grandes surfaces ou autres. En ça, restauration. c'est autre chose. Voilà, en Parfois restauration, oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on préfère parfois détruire, jeter, plutôt que de donner. Est-ce que ça ne pose pas de problème à ce niveau-là aussi? Eh ben si, effectivement, il faudrait... enfin, je crois qu'il existe déjà des applications pour permettre de donner les restes, que ce soit au niveau des restaurations ou des grandes surfaces, où je pense qu'il est aujourd'hui interdit effectivement de détruire de la nourriture. Adrien, Cynthia, est-ce que cette question du gaspillage aussi est centrale dans votre activité? Ben, évidemment, parce que c'est aussi tout l'intérêt du vrac, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des contenants prédéfinis et les clients qui viennent peuvent vraiment acheter ce qu'ils veulent puisque de toute façon ce sera au poids qu'ils paieront. Donc ça permet aussi d'éviter le gaspillage, en plus d'une maîtrise du budget, mais voilà, le gaspillage, la personne va prendre exactement ce qu'il lui faut pour sa semaine, après celle qui gère. Et ça évite évidemment de jeter derrière, parce qu'une personne qui vit seule n'achètera pas autant, n'a pas besoin du même format qu'une famille de 4 ou 5 personnes par exemple. Donc là aussi, il y a tout un intérêt au niveau du vrac. Est-ce qu'il faut impérativement ou absolument manger bio aujourd'hui? Nous, ça nous paraît assez évident. Parce que, et au niveau de la santé, parce que tous les produits qu'il y a dans le non-bio, tout ce qui est chimique ou quoi, c'est extrêmement dangereux. Et puis aussi par rapport à l'écologie, par rapport à la planète. Donc nous, ça nous paraît évident. On peut pas continuer constamment à appauvrir les sols, à faire des cultures intensives et des pesticides et des machins, parce que en plus, de toute façon, ce sera pas tenable à long terme. Après, effectivement, il y a bio et bio. Il y a différentes. Le bio qu'on peut trouver dans des magasins discount qui viennent de l'autre bout du monde. On sait très bien que c'est pas la même qualité, c'est pas les mêmes normes. Il faut vraiment se méfier. Maintenant, c'est devenu un peu fourre-tout, malheureusement. Il faut vraiment faire attention à la provenance. Oui. Odette, sur le bio? Alors, on ne peut peut-être pas manger que bio. Par contre, effectivement, nous, on se bat aussi pour éviter les aliments, donc je dis tout à l'heure, ultra transformés, mais aussi on fait la chasse aux additifs. Et on a déjà plusieurs fois, effectivement, dans le magazine Que Choisir, publié des articles sur ces fameux additifs. On a d'ailleurs mis en place une application, donc vous parliez tout à l'heure de l'application Yuka. On a depuis l'année dernière une application qui s'appelle Quel produit, qui est gratuite aussi, téléchargée de la même façon que... Et donc quand on a un code barre, c'est-à-dire quand on va dans un magasin avec un article, en scannant le code barre, on nous dit si effectivement l'aliment est dangereux ou pas dangereux, s'il a beaucoup d'additifs et pourquoi il est dangereux, ou s'il y a effectivement quelquefois des allergènes. Donc cette application gratuite, effectivement, permet d'acheter mieux. Donc je te parlais déjà du Nutri-Score, c'est une chose, mais aussi cette application qu'est le produit qui peut permettre de manger mieux, même si aujourd'hui, je pense que tous les Français ne peuvent pas se permettre de manger bio. Et donc je partage tout à fait l'avis de dire qu'il vaut mieux manger pas bio mais local que manger bio avec des produits qui viennent du bout du monde, dont on ne sait pas forcément effectivement si les normes sont les mêmes, et en plus qui aura fait la moitié du tour de la Terre. Carbone désastreuse. Donc nous on défend vraiment effectivement déjà le consommer local, on défend aussi les circuits courts, les magasins vrac. On fait aussi réfléchir dans nos ateliers sur mieux se nourrir, comparer les produits entre eux, c'est-à-dire une question de prix, c'est-à-dire qu'on va faire goûter par exemple des produits marque distributeur. Donc ça c'est pour ce qui est acheté en supermarché, la grande marque, la marque distributeur, ou bien et voilà. Et donc on se rend compte en fait que le meilleur produit n'est pas forcément le plus cher.
C'est vrai que on peut se demander finalement est-ce que les consommateurs ont toujours un palais exigeant. Vous parliez du fait de comparer dans un produit de supermarché et puis un produit local. Est-ce que les consommateurs se rendent compte vraiment de la différence gustativement? Parce que au-delà du fait de se sustenter, il y a aussi cette notion de plaisir qu'on ne doit pas négliger dans l'alimentation. Et ben quand on fait ces ateliers, effectivement, les participants sont très surpris quand on leur fait goûter, par exemple, 3 jus de fruits. Donc il y a un marque distributeur, un grande marque et un bio. Et on se rend compte aussi qu'effectivement, le goût, il est différent selon chaque personne. Donc on a des gens qui préfèrent la grande marque, d'autres qui préfèrent. Donc ça, le goût, c'est quelque chose quand même de très personnel. Est-ce qu'il faut rééduquer les palais à des plaisirs, le goût des légumes? Alors effectivement, le goût de l'authentique, parce que dans les aliments ultra transformés, on a des tas de choses dedans et en plus ça n'a pratiquement, pour certains, aucun goût quoi. On sensibilise aussi sur des plats, sur les étiquettes, sur ce qu'on voit sur un emballage d'un produit qu'on achète. On va acheter par exemple une tarte aux poireaux, on se dit voilà, j'aurais mangé mes fruits et légumes pour la journée, puis on se rend compte qu'il y a 5% de poireaux dans cette fameuse tarte et tout le reste, c'est des choses qu'il vaudrait mieux manger moins. Il y a beaucoup d'idées reçues, notamment avec l'avènement de tout ce qui est coach sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de nutriments, de certains régimes, de diète, de naturopathie, de jeûne intermittent. Et c'est un peu difficile pour le consommateur lambda de s'y retrouver. Alors, quelles sont les idées reçues? Qu'est-ce qui est vraiment vérifié? Est-ce qu'il y a des super aliments? On parle notamment du quinoa, de la graine de chia, du pois chiche ou même de la spiruline. Est-ce que ce sont des choses que vous évoquez avec les consommateurs? Alors là, sur ces sujets, non, j'ai pas vraiment d'idée. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qu'on conseille, c'est de manger le plus équilibré possible, le plus simple possible, voilà, avec des produits sains. Et vous, Cynthia, Adrien, est-ce que ce genre de super aliments qu'on entend parfois, ça vous parle? Moi, personnellement, pareil, j'ai pas franchement d'avis. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances aussi autour de tous ces aliments. Et je crois qu'il faut aller au plus simple, consommer un petit peu de tout et voilà, avoir une alimentation variée, avec des aliments simples, un minimum de transformation en cuisinant soi-même. Et puis moi, ça me paraît déjà une bonne chose pour commencer. Il faut s'écouter en fait, il faut écouter ses envies, écouter son corps, mais voilà, s'écouter vraiment. Et je voulais remercier en fait aussi parce que on a vraiment ouvert cette boutique pour tout ça justement. On vend des produits bio qui viennent de plus de 200 km, mais tout ce qui est moins de 200 km en voiture, c'est local. Et là, on a des produits bio et des produits pas bio avec certains de nos producteurs qui sont pas bio, mais qui pourraient l'être en fait, mais qui ne veulent pas rentrer dans ce système non plus, qui payent pas la certification. Donc nous, on les vend en non bio, mais on sait très bien que leurs produits sont nickel, quoi. Donc oui, c'est bien d'avoir une confiance aussi dans ce qu'on achète. Et voilà, pour ça, il faut vachement de transparence. Est-ce qu'il y a des aliments à augmenter ou, à contrario, certains qu'il faut absolument réduire aujourd'hui? Les produits transformés, moi j'imagine. Nous, c'est ce qu'on fait. En tout cas, voilà, on a vraiment complètement arrêté les produits transformés. En fait. Donc aujourd'hui, c'est là que la bataille se situe, quoi, au niveau vraiment des produits transformés. Et puis au niveau du sucre, je crois qu'on a tous été un peu addicts au sucre. Là, on mangeait des quantités astronomiques. Enfin, en tout cas, sucre rapide. C'est absolument pas nécessaire partout. Ça peut être diminué. Je pense que c'est vraiment une bonne chose de le diminuer. Les sucres lents, c'est important. Ça, il faut les intégrer dans son alimentation. Tout. Les sucres rapides, en soi, faut limiter ça au maximum. Ça n'a aucun intérêt. Avec l'hiver, c'est vrai qu'on a tendance à aller vers des produits gras, mettre dans notre assiette des produits un peu sucrés, etc. Quel conseil vous donneriez? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger l'hiver, par exemple, pour nos auditeurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent se mettre dans leur assiette à partir de la semaine prochaine? Déjà, je pense que légumineuses. Pour notre sens, on pense que vraiment les légumineuses, là, voilà, c'est important. Et puis il y a du bon gras. Oui. C'est pas forcément mal de manger gras. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs
en termes de légumineuses, de bons gras? Alors nous, on a des stands de légumes. En fait, on travaille avec 3 maraîchers bio autour de Nancy. Et c'est la saison un peu creuse là, et du coup on a un stand de légumes un peu pauvre en ce moment, mais on a des carottes, des endives, des courges, des oignons, des pommes de terre, des navets, des radis noirs, tout ce genre de choses-là, ce qui pousse en hiver, quoi, enfin ce qui est encore consommable en hiver, et il faut faire un peu preuve d'imagination pour faire des plats avec tout ça. Odette? Et les légumineuses encore. Voilà, on a plein de céréales, tout ça, mais voilà. Oui, donc je partage complètement, effectivement, cette... Il y a aussi le fait de dire aux consommateurs de vraiment faire attention à consommer des produits de saison. Voilà, tout à fait. Consommer des produits de saison, il y a aussi tous les pièges. Par exemple, on parlait tout à l'heure du sucre. Lors d'un atelier, c'était au début de semaine, où quand on dit à des jeunes qui boivent beaucoup de soda, par exemple, un soda, c'est 4 morceaux de sucre, un coca, c'est 5 morceaux de sucre, etc. Et quand ils réfléchissent à combien ils en boivent dans la journée, c'est énorme. Et c'est effectivement, ils n'ont pas l'impression de manger beaucoup de choses sucrées, mais en fait, à la fin de la journée, ils ont... Est-ce que cette méthode-là, elle fonctionne? C'est-à-dire de montrer aux consommateurs concrètement, avec des morceaux de sucre, ce que ça représente le contenant de leur canette de soda? Je pense que oui, effectivement, c'est quelque chose de très concret, parce qu'on leur montre effectivement la canette, et puis à côté, le nombre de morceaux de sucre, et ça fait, une canette est presque ce qu'on devrait manger en une journée, quoi. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les jeunes en boivent plusieurs par jour, voire beaucoup. Et jeunes et moins jeunes, d'ailleurs. Et moins jeunes aussi, effectivement, oui. Adrien, Cynthia? Oui. Il y a beaucoup de choses sur l'alimentation encore, hein. Il y a le fait que... j'ai perdu le fil de mon idée. On parlait des boissons sucrées, des sodas, le fait de montrer concrètement, de matérialiser ce qui se trouve dans ces produits-là, oui, voilà, avec des morceaux de sucre, par exemple. Voilà, non, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de raisons, enfin de choix pour l'alimentation, et il y a beaucoup de raisons pour changer son alimentation. C'est-à-dire, il y a vraiment une raison écologique, à mon sens, de ce système qui fonctionne pas. Il y a, système, j'ai dit système, zut. Et il y a aussi la santé, les gens qui veulent prendre soin de leur santé, mais certaines personnes se nourrissent mal et le vivent très bien. Après, il n'y a pas d'obligation à changer si c'est pas un choix personnel. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche, trouver une raison objective de vouloir faire cet effort-là, parce que ça nécessite un effort. Tout est fait. C'est ça qui ne me convient pas à moi. Tout est fait pour que ce soit plus facile, moins cher, etc., de vendre des produits qui sont mauvais pour la santé et qui sont suremballés et tout ça. Tout est fait pour ça. Le choix qu'on a fait, nous, en ouvrant cette épicerie, c'est plus compliqué que si on avait ouvert un autre type d'épicerie. On essaie de tout consigner, on essaie d'avoir le truc les moins emballé possible, tout ça. C'était que des contraintes. Et ce qui serait extraordinaire, c'est que ce soit le contraire, c'est-à-dire que ce soit plus facile de se nourrir plus sainement, plus facile de faire des choses qui soient positives, que de s'empoisonner, que de polluer, que tout ça, quoi. Et compte tenu de ces constats, comment envisagez-vous l'avenir? Alors, on va faire un peu de science-fiction, mais certaines personnes pensent qu'on est de plus en plus emmené à manger rapidement, dans des délais très courts, en travaillant. Alors, il y a l'avènement des compléments, des suppléments alimentaires en gélules, et certains pensent que ça va remplacer dans quelques années l'alimentation, c'est-à-dire on va perdre moins de temps et être plus productif chacun dans nos boulots avec nos gélules et réduire les aliments concrets. Personnellement, je suis perverti certainement par les algorithmes. Dans mon entourage, j'en connais pas des gens qui pensent ça. En fait, les gens qu'on fréquente, tout ça, ils pensent pas ça. Ils sont pas du tout dans cet objectif-là et dans cette vision-là du monde. Donc, je ne sais pas. Odette? Moi, je crois pas non plus. Enfin, j'ai un peu l'impression que les gens reviennent quand même un peu à l'authentique. Et d'où, effectivement, le succès des circuits courts qui, quand même, ont tendance à se développer. Et c'est très bien, quoi. Et même des personnes qui avaient pris l'habitude de faire toutes leurs courses au supermarché se disent finalement, je reviens sur les circuits courts, je ne dépense pas plus, je me nourris mieux, la qualité est là, donc. Là-dessus, je voulais rebondir. C'est en fait non, il n'y a pas
tellement tant que ça un développement des circuits courts et du vrac, etc. Les épiceries vrac connaissent une grosse crise depuis le mois de mai l'année dernière. En général, les épiceries qui ont un peu d'expérience, ils ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires depuis mai. Et nous, on a ouvert en mars, donc on se rend pas compte, mais voilà, visiblement, il y a une grosse baisse de fréquentation. Et pour la livraison et le discount. C'est ce qui ressort de ce qu'on nous a présenté. Donc On imagine que oui, il y a eu quand même peut-être une prise de conscience ces dernières années, petit à petit, une volonté de changement qui s'est instaurée, mais tout ça a été coupé net avec la crise du Covid, tout simplement. A priori, les gens ont repris l'habitude de manger vite. Ça a dû être compliqué pendant les différents confinements. Les gens se sont fait livrer et il y a a priori tout un travail à refaire quand même. Alors, Cynthia, Adrien, on va rappeler l'adresse de votre épicerie, Court-Circuit. Oui, c'est au 47 rue Voltaire à Laxou. Voilà, donc 47 rue Voltaire à Laxou. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à aller poser vos questions, à aller discuter, à aller acheter des produits bio et locaux. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous, Odette Beaumont. Un mot de la fin? Eh bien, juste qu'effectivement, c'est très important de bien se nourrir et de bien. Donc, nous, une association de défense du consommateur, donc c'est aussi la défense du consommateur que de faire en sorte qu'il garde la santé, donc qu'il se nourrisse correctement. Alors, c'est pas le seul but de notre association, puisqu'on défend le consommateur en général dans beaucoup d'autres domaines, mais enfin, celui-là est très important. Merci beaucoup et on va se quitter avec un morceau de quelqu'un qui consomme local parce qu'il consomme des patates belges. C'est Stromae avec son morceau Moule Frites. Merci à vous et merci aussi aux auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org